RS-2, 1m76, 73 kg, et pour le moment un robot civil. Mais demain, cet humanoïde chinois pourrait devenir un soldat. Le robot humanoïde, c'est le sujet peut-être pas d'aujourd'hui, peut-être pas d'après-demain, mais dans les 3 jours qui viennent, quoi. Ça va être absolument massif. Des machines opérant seules sur le champ de bataille. Un soldat augmenté. Oh, j'ai saisi le point d'entrée. Contact! À quoi pourrait ressembler le combattant du futur? Moi, je vois un uniforme plus qu'un homme, plus qu'une guerre de demain, je vois un uniforme qui change. Une guerre pilotée par les algorithmes. Les États accélèrent. L'armée française fait sa révolution. On fait une bombe chronisée, largable par n'importe quelle plateforme. Elle se transforme, innove, expérimente tous azimuts. Est-ce que tu as un démonstrateur dynamique incroyable? Et se tourne vers les startups, le low cost. Sur les drones, on va droniser nos armées. On a un train à prendre et à ne pas rater. L'IA, au cœur de toutes les stratégies. Drones autonomes ou téléopérés, essaims, satellites, chasseurs, patrouilleurs, lasers. Tous les acteurs imaginent le futur champ de bataille. Il n'y aura pas de guerre du futur, il y a des guerres du futur qui seront très différentes des unes des autres. L'espace, les fonds marins, le cyber, le cerveau. Ce qui sonnait comme de la science-fiction devient réalité. À l'Est, la guerre du futur a démarré. Les soldats affrontent des drones à tous les niveaux. Quand on voit les évolutions qu'il y a sur la ligne de front, on se dit mais qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Dans les pas des soldats ukrainiens. À 3 km seulement de l'armée russe. Notre équipe progresse discrètement. Le danger vient du ciel. Un engin kamikaze russe. Il rôde, il cherche, cible, puis fonce vers les soldats. Tout le monde va bien? Bourdonnement incessant de drones menaçants. Le drone, un nouveau sniper. C'est bon, on est sain et sauf. Évacuer, courir à découvert, le pire dans cette guerre, et se cacher, s'abriter de refuge en refuge. On bouge, on bouge. La ligne de front est numérique. La menace est partout. Elle met à rude épreuve les soldats. Nos reporters s'en sortent indemnes. Il s'en est fallu de peu. C'est compliqué parce qu'on voit à quel point la guerre elle a changé et on sait que derrière ce drone, il y a un soldat russe qui est en train de regarder la vidéo, de voir où nous sommes et qui tente de nous tuer, les militaires et nous. Donc c'est aussi tout ce qui ouvre au changement qu'il y a eu dans cette guerre. Face à un drone, les chances de survie sont de moins de 5 minutes. 5000 vidéos analysées ont démontré que les hommes à découvert ont 8% de chances de survivre,
67% en se déplaçant dans les espaces denses. On voit que la principale difficulté qu'ont les Ukrainiens et les Russes, c'est cette transparence du champ de bataille qui est apportée finalement par la multiplication des capteurs, qu'ils soient acoustiques, thermiques, spatiaux, et surtout le fait que ces capteurs produisent beaucoup de données et qu'avec l'intelligence artificielle, on puisse donner un sens à toutes ces données-là et donc détecter plus rapidement l'adversaire et le frapper. Dans ces petites équipes, vous apercevez qu'il y en a par exemple un qui est toujours la tête en l'air parce que il observe les drones, parce que la menace principale c'est les drones. Ces drones, ça dissuade parce que globalement, c'est une arme plutôt défensive. Regardez le front en Ukraine. En réalité, vous avez ce qu'on appelle la ligne de contact. Et puis, au-dessus de cette ligne de contact, vous avez un ciel qui est rempli de drones. Voilà. Et ça, sur 10 km, au moins 10 km de profondeur, de part et d'autre. C'est la massification du tir de précision. De l'intelligence artificielle partout. L'illustration la plus spectaculaire, l'opération Toile d'araignée. Le renseignement ukrainien l'a préparée pendant 18 mois. Cachés en Russie, dans les toits de plusieurs camions, plus d'une centaine de drones qui attendent leur heure. Ils vont être activés simultanément, parfois à plus de 4000 km de là. Les voilà, qui frappent les pistes, les dépôts, les avions sur au moins 4 aérodromes militaires. Plus d'un tiers de la flotte stratégique russe aurait été détruite ce jour-là. Un Pearl Harbor russe, une humiliation, un tournant. On ne peut plus combattre comme avant. Tout a changé par l'introduction des machines, l'introduction des drones, l'introduction des robots de plus en plus. La guerre moderne se joue à l'Est. Mais demain, voilà à quoi elle pourrait ressembler. Un seul tir et cet essaim de 49 drones est neutralisé par une arme à micro-ondes de très haute puissance. La technologie n'est plus une option, mais une nécessité. L'Ukraine l'a vite compris dès l'invasion russe en février 2022. En menant une guerre conventionnelle, il est très difficile de gagner contre un pays beaucoup plus grand, sans innovation. L'intelligence artificielle est une part significative de l'innovation. On doit être plus malin. Cette phase de la guerre est celle des mathématiques, les maths de la guerre. Désormais, des kilomètres de filets anti-drones bordent les routes, jonchés de cadavres de voitures ciblées par ces armes d'usure dont le ciel est saturé. Alors, ces hommes vivent et se battent par procuration en sous-sol. On a ici sur ordinateur ce qu'on appelle le journal du champ de bataille. Et dans ce journal, il y a les enregistrements de tout ce qui se passe sur le front. Les opérations dans tel ou tel endroit. Par exemple, les tirs d'artillerie. L'opération en cours de ce pilote. Tout ça, on y a accès. Et c'est quoi le but ? Quand ces données sont enregistrées dans le journal, on peut faire des requêtes et chercher parmi tous ces événements en utilisant l'intelligence artificielle. Dans ce pays, devenu le laboratoire des guerres de demain, une rencontre va tout accélérer. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va recevoir le patron de la société américaine Palantir, la société qui travaille avec le Pentagone et la CIA. Arrivé en toute discrétion, Alex Karp lui propose un logiciel capable d'analyser une grande quantité de données pour le renseignement. La guerre assistée par IA débarque sur le front.
D'abord, ce qui se passe de façon très manifeste, c'est la numérisation du champ de bataille. On l'a dit, il y a des capteurs partout. Tous les équipements militaires, les tanks, le viseur des fusils, etc., tous ces éléments-là sont connectés. Donc toute la donnée qui vient du théâtre des opérations, il est numérisé. Donc aujourd'hui, on a de la donnée qui est chargée sur des clouds, qui sont gérés par les militaires et qui permettent d'avoir une vision en temps réel du champ de bataille. En France, les états-majors observent tout cela de très près. Île-du-Levant, l'un des sites militaires les plus protégés du territoire, au milieu des pins. L'acquisition de drones en cours, on va être en mesure de les détruire. Très bien. Toutes les 17 secondes, un missile Mistral. Toutes les 3 minutes, une roquette M31. Une boucle de renseignement qui permet d'ouvrir le feu ultra rapide, un record. Au même titre que nous, on recherche la mobilité et la furtivité, l'ennemi potentiel face auquel on peut être confronté, il recherche également cette mobilité et cette furtivité. Pendant un an, les hommes de la 19e brigade d'artillerie ont préparé l'exercice militaire TOL 2025 dans le plus grand secret. Le scénario n'est pas très original. Défendre le sud du territoire après l'offensive d'un ennemi venu de l'Est. Un drone DT-46 assemblé en moins de 10 minutes. Décollage et atterrissage à la verticale. Une prouesse technologique made in France. Ce qu'il peut voir jusqu'à 100 km est transmis en temps réel, ici, au poste de commandement. 3, 2, 1, direct. Des munitions lancées avec un système portable ultra perfectionné, mais qui ont un coût des millions d'euros. L'armée française s'exerce au feu dans la profondeur, essentiel pour détruire l'ennemi sur des nouveaux champs de bataille qui s'élargissent. Ce qu'on observe en Ukraine, c'est que le combat aéroterrestre a lieu dans des compartiments de terrain qui sont de plus en plus éloignés de la ligne de front. Donc l'action dans la profondeur, c'est un enjeu majeur dans l'engagement d'une troupe aéroterrestre. Pour être efficace dans une manœuvre, ce n'est pas uniquement un seul équipement qui fait la différence, c'est une combinaison de capacités qui permet de prendre l'ascendant sur l'adversaire. Puisqu'à la guerre, c'est souvent une affaire de tempo. D'où l'importance également de cette transformation numérique. La France mise sur une guerre qui est ultra technologique, avec des armes ultra technologiques que n'ont pas les Russes, par exemple. Donc les armes de la France qui vont être très précises lorsqu'elles vont frapper, ça c'est des choses qui forcément coûtent de l'argent. Et c'est pas pour autant qu'il faut s'en passer, parce qu'elles sont utiles, ces armes-là. En revanche, peut-être que la France aura une marche à passer, une marche à évoluer pour aller fabriquer des armes qui sont peut-être moins chères et qui peuvent être envoyées en quantité. Imaginez un champ de bataille où, en un temps record, un soldat peut fabriquer sur place un drone prêt à l'emploi. Une micro-usine élaborée par une jeune start-up française. À l'intérieur, un concentré de technologie avec lequel le sergent Kevin semble à l'aise. Un drone final qui est complètement incliné avec les différents composants assemblés sur l'interface du drone, avec sa caméra, ses différentes hélices et ses moteurs, un passement pour brancher la batterie et une antenne pour pouvoir communiquer avec les différents outils de déportage pour commander le drone. Des imprimantes 3D boostées. 2 heures pour imprimer un châssis.
1h30 pour des soudures et l'assemblage. Un système clé en main, coût total 86 000 €, tout équipé, matériel livré, formation comprise. Une bobine de fil en amidon de maïs va cracher 7 drones pour 10 €. On s'est concentré sur une réponse low cost et réactive. Aujourd'hui, avec une imprimante 3D, on peut tout faire. On peut faire un corps de mine, on peut faire des fusils d'assaut, on peut vraiment aller extrêmement loin. Des micromissiles imprimés en 3D, des roquettes guidées par l'IA, la société Percé Systèmes se lance dans le bon marché. Nous, on arrive avec des idées nouvelles, des approches nouvelles et surtout des visions qui sont parfois, je dirais, un peu asymétriques. C'est-à-dire qu'on se nourrit énormément de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, de ce qu'il y a sur Internet. C'est ça qui les intéresse. C'est-à-dire qu'on est capable également de porter des coûts d'innovation. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est le cycle court. Et c'est tout l'enjeu de la transformation de nos armées. La cellule drone existe depuis 2024 au 2e régiment d'infanterie de marine. Elle mobilise 10 soldats à plein temps. Donc décollage du drone, il arrive dans un axe du sud vers le nord. Arrivé avant impact délai 2 Mike. Phase de reconnaissance. L'objectif est de trouver l'entrée d'une tranchée ennemie. Oh, j'ai saisi le point d'entrée. Claire ? L'avantage, c'est qu'en fait, une tranchée, elle est sur aucune carte. Donc l'avantage du drone, c'est au moins de savoir où on met les pieds. Livraison d'une caisse de munitions. Et tu décroches. Dans ces nouvelles batailles, plus rien ne peut se faire à découvert. 11, ravitaillement récupéré. Et enfin, exercice de neutralisation d'un drone ennemi avec un brouilleur. Drone, drone, drone! Voilà, du coup, on va détecter toutes les fréquences, savoir les drones dans la zone. Et à ce moment-là, on pourra les brouiller avec le brouilleur. On l'allume, c'est assez simple. Et ensuite, avec le R pour radio, on va venir brouiller les drones. Il y a drone d'intrus! L'IA est descendue dans les tranchées. On se rend bien compte que les tranchées n'ont jamais véritablement quitté nos conflits. Aujourd'hui, la tranchée n'est pas une fatalité. La tranchée, c'est un symptôme. C'est le symptôme de deux puissances, de deux adversaires à force égale qui s'affrontent et qui sont dans la conquête de territoire. La tranchée aujourd'hui est la frontière. Et donc nécessairement, aujourd'hui, le fantassin se retrouve à s'affronter dans ces tranchées-là. L'armée française, aidée par le privé, le civil, fait sa révolution culturelle. C'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que les industries, les start-up, il y a beaucoup de jeunes. Ils sont touchés par ce qui se passe, par l'actualité. Ils ne sont pas dans l'engagement. Et donc, ils veulent servir également d'une autre manière, avec leur cerveau, à faire progresser l'armée française pour nous garantir aussi une possibilité de victoire et des capacités pour pouvoir demain mener ce genre de combat. Au cœur de Paris, une compétition d'innovation. Équipe 24, s'il vous plaît. On peut y aller. Hackathon, fusion des mots, hacker et marathon. 3 jours pour faire décoller ses idées. 200 étudiants, futurs ingénieurs français, planqués ici, un peu à l'écart dans le Grand Palais, alors que se tient le sommet Adoptaï, le Davos de l'IA.
Nous sommes le seul média, mais interdiction de filmer en détail ce qui relève du secret défense, des programmes et des drones bourrés d'IA. Nous retrouvons le deuxième RIMA, le capitaine Maxime est l'un des mentors. Bonjour, capitaine Maxime, enchanté. Est-ce que tu as un démonstrateur dynamique incroyable? Un concentré de matière grise sur 2 étages. Militaires, industriels, start-up vont travailler main dans la main pour trouver des solutions face aux menaces liées aux drones. 4 défis à relever: détection, coopération, autonomie et livraison. Hackathon drone défense, ou comment des ingénieurs de 22-23 ans peuvent changer la donne sur un champ de bataille. On a pris à cœur de faire une solution qui répond à une mission qui est au cœur des enjeux de la défense actuelle. Et on a été beaucoup en contact avec les opérateurs pour être sûr que c'était vraiment quelque chose qui répondait à leurs besoins, que c'était quelque chose de pertinent pour leurs opérations. On a essayé de combiner des méthodes, des nouvelles technologies, ce qui se fait dans la recherche aujourd'hui, et d'essayer d'associer ça pour en fait repousser les limites de ce qui est technologiquement faisable. Impossible d'en savoir plus, la consigne: restez vague. La guerre du futur s'invente ici. L'homme qui décide de la pertinence d'un produit, c'est lui, le général Baratz, le commandant du combat futur, le CCF. C'est la référence en matière d'innovation pour l'armée de terre. Créé en août 2023, il prépare le soldat de demain. Son rôle est donc crucial dans la transformation de l'armée. C'est lui, entre autres, qui va récompenser les meilleurs projets. Et on va voir tout à l'heure qui gagne. Exactement. Pour ces jeunes ingénieurs, pas encore diplômés, imaginer des solutions pour aider la défense nationale dans la guerre du futur est un honneur. Pour résumer, on fait une bombe chronisée, largable par n'importe quelle plateforme, détecte le point faible, son moteur ou les optiques pour un char, et fonce dessus. Après validation de l'opérateur. D'accord. Un chemin se crée entre ces deux mondes, malgré une dichotomie évidente, la rigueur de l'armée et la culture geek. C'est à la fois un incubateur et ça permet de créer un écosystème aussi avec les entreprises, parce qu'il n'y avait pas que les militaires qui étaient au contact des équipes, il y avait également toutes les entreprises, dont pas mal de start-up qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, et qui finalement aussi échangent sur ces idées-là, peuvent capter de nouvelles idées et identifier des talents pour venir servir l'ensemble de notre industrie. Parmi les gagnants, cette équipe qui a conçu un système de livraison sur le champ de bataille. On a fait une solution qui va servir à l'armée et qui va servir donc par extension à la nation, à la France. Donc oui, en soi, on s'engage pour la France en soi, oui. On imagine bien que si derrière il y a quelqu'un qui est prêt pour financer le produit, on pourrait assez vite passer à l'échelle et assez vite l'exploiter. Donc ça me semble être un futur qui finalement pourrait être assez proche, si jamais c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'exploitable. Et c'est toute la question. La DGA, la Direction Générale de l'Armement, est-elle prête à prendre des risques, à passer commande ? Avec ces nouveaux acteurs low cost qui font voler en éclats un système bien rodé entre l'armée et les mastodontes de l'industrie, ce qu'on appelle le Big Nine. Si vous laissez faire les choses, les militaires d'ailleurs et les industriels, eh bien, on va faire ce qu'on appelle du conservatisme technologique, c'est-à-dire on va faire la même chose, toujours la même chose, mais en plus sophistiqué et en beaucoup plus cher. Et donc, on est parti pour 40 ans de programmes majeurs. Donc, ça veut dire que quand on fait la guerre, on fait la guerre avec ce qu'on a. La guerre du futur, c'est aussi le rétrofit, la modernisation d'un équipement avec des nouvelles technologies. Le système Proteus est un exemple de cette seconde vie. En fait, le Proteus est face à la menace drone. Comme l'armée de terre n'avait pas beaucoup de moyens dans l'immédiat, on a récupéré nos vieux canons antiaériens de 20 mm. On les a modernisés en mettant une caméra
performante et en l'améliorant avec de l'intelligence artificielle. Et ça lui a redonné une nouvelle jeunesse, donc avec un mix finalement de systèmes très rustiques, mais dopés à l'IA, qui fait qu'il est très performant dans la lutte anti-drone. Il faut être en tête de course. Il ne faut pas attendre de voir tout ce qui se fait ailleurs, pour pouvoir commencer à penser l'outil technologique qui sera celui utilisé dans les prochaines guerres. Il faut prendre peut-être plus conscience qu'on a de véritables capacités et qu'il faut les employer à aller penser davantage le futur sans être trop frileux. Le modèle change. L'armée qui apprend du monde civil s'autorise l'échec et teste. Challenge COOMA pour collaboration homme-machine, un catalyseur d'innovation. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Schill, regarde de près tout ce qui se fait. Un robot chien de 55 kilos, conçu pour la reconnaissance, la surveillance. Il obéit uniquement à un opérateur. La robotisation explose. Elle est en train de remplacer la mécanisation et s'inscrit dans le projet Pendragon, le cerveau tactique de la guerre connectée. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet de créer ce qu'on appelle des essaims, en tout cas du travail collaboratif entre différentes IA. Donc c'est tout le sens de certains de nos projets actuels, comme le projet Pendragon, dont l'objectif est bien de développer ces premières unités un peu robotisées. Des milliers d'innovations voient le jour chaque année dans toutes les armées françaises. On les voit dans les 750 salons, forums que le pays organise annuellement. Ce brouilleur Nérode est déjà en activité. Avec ce fusil, mais qui n'envoie pas de balles, qui envoie des ondes, eh bien vous allez le diriger en direction du drone et le drone ne va plus recevoir les commandes. Ce blindé caméléon, un camouflage qui utilise des tuiles pixelisées connectées, 8 couleurs affichées via une IA et le véhicule peut se fondre dans un environnement. On est aujourd'hui face à des modes d'action qui évoluent tous les 3 à 6 mois. On sait que les réponses ne sont pas des réponses figées, ce sont des architectures ouvertes avec des capteurs, des technologies qu'il faut faire évoluer tous les 6 mois pratiquement. Les dépenses dans l'innovation pour la défense sont augmentées de manière significative. 1,3 milliard d'euros cette année, sans compter les drones. La loi de programmation militaire prévoit 10 milliards d'euros d'ici à 2030. Notre ambition, vous l'avez compris, est désormais de porter ces résultats opérationnels au plus haut niveau et d'atteindre la gerboise bleue de l'IA, en quelque sorte. Je fais bien sûr référence à ce moment de bascule où la France a démontré au monde entier qu'elle maîtrisait une nouvelle capacité stratégique. La gerboise bleue, le nom de code de l'essai nucléaire en 1960. Au moment où il inaugure Asgard, Sébastien Lecornu, alors ministre des Armées, compare l'IA à l'atome. Asgard, c'est le supercalculateur, installé ici dans la forteresse du Mont Valérien. Asgard est un monstre de puissance. Ses calculs sont proches de 1 gigaflop, 1 milliard d'opérations par seconde, l'équivalent de 22 000 ordinateurs équipés des meilleurs processeurs vertigineux. Du fait de la numérisation de la société, du fait d'Internet qui permet de faire voyager les données par paquet d'un bout à l'autre de la planète en un quart de seconde, on a besoin de supercalculateurs, on a besoin de superordinateurs, on a besoin de cerveaux sur silicium pour traiter cette donnée. Et évidemment, effectivement, les pays qui possèdent cette puissance de calcul sont ceux qui vont avoir une longueur d'avance sur la question de la guerre et sur toutes les autres. Il n'existe dans le monde que 3 systèmes de ce type déconnectés d'Internet, isolés du monde, aux États-Unis, en Chine et en France désormais. Mais derrière chaque ligne de code, il y aura toujours un humain qui prendra les décisions. Même s'il y a une bataille de robots,
au final, il faut revenir à l'origine et à l'essence de la guerre. La guerre, c'est avant tout une affaire entre communautés humaines. Et l'objectif, c'est quand même de contrôler un espace. Or, un drone ne contrôle pas un espace géographique ou humain. Et donc, c'était déjà ce que disait Napoléon à l'époque, où il disait « la victoire revient à celui qui dort sur le champ de bataille ». Mais à quoi pourrait ressembler le combattant de demain? Un humanoïde, le Walker S2, fabriqué par la société chinoise Robotics, existe vraiment. Livré pour le moment dans les secteurs automobiles ou logistiques, il pourrait devenir un robot tueur intégré dans une armée. Il y a encore 5-6 ans, on pensait que le soldat de demain, ce serait un soldat qui serait bardé d'une sorte d'armure intelligente et mécanisée, électronique, qui lui permettrait d'avoir en quelque sorte des super-pouvoirs, quoi, hein. On est encore une fois très influencé par la science-fiction, hein. Il y a eu un projet, d'ailleurs, encore la science-fiction, qui s'appelait Hulk, qui venait des Américains. Et on pensait réellement que, équipé de la sorte, le soldat serait une sorte de super-soldat. Cette idée-là, elle semble ne pas être aussi pertinente que prévu. Certains experts l'imaginent déjà. Si dans 20 ans, vous tirez au sort un combattant fantassin, un combattant rapproché, voilà, dans le monde, au hasard, dans le monde entier, vous aurez de bonnes chances pour tomber sur un combattant africain en jean, basket et toujours avec une Kalachnikov à la main. Alors il y aura peut-être une meilleure nouvelle version de smartphone. D'autres le voient très protégé par les technologies. Portant un casque, le Ronin que voici peut résister à des munitions de 9 mm. Les informations s'affichent dans le champ de vision du soldat. Moi, je vois un uniforme plus qu'un homme, plus qu'une guerre de demain. Je vois un uniforme qui change. Un uniforme rigide, un uniforme peut-être avec des protections contre les transmissions, pour des antennes anti-drones, anti-robots. En fait, je vois un homme qui est fait d'une manière à ce qu'il coupe le lien entre la machine et l'homme qui tente de l'attaquer. Un soldat connecté. Le soldat de demain, c'est sans doute un soldat qui va travailler en binôme ou en association avec des machines de façon extrêmement étroite. Le soldat de demain, il va être au cœur d'un réseau dont tous les liens seront numérisés et qui vont le relier à des armements, mais qui sont sans doute encore à inventer. Le dispositif Centurion tient la corde, un fantassin augmenté, mais pas trop. La France ne souhaite pas franchir la ligne rouge, celle qu'expérimentent les Chinois, l'ingénierie génétique qui modifie la structure cellulaire des soldats pour courir ou survivre plus longtemps. Nous ne disons pas non aux soldats augmentés, mais nous en choisissons les modalités. Nous rechercherons toujours des alternatives aux transformations invasives. Nous disons oui à l'armure d'Iron Man et non à l'augmentation et la mutation génétique de Spider-Man. Un combattant implanté, c'est ce qu'a imaginé la Red Team, une équipe française composée d'auteurs de science-fiction, d'experts et de dessinateurs qui travaillent directement pour l'armée. Sa mission, anticiper les menaces pour s'y préparer. Aux besoins de chaque citoyen. Comment tu te sens? Ça picote ton truc. Ça c'est normal, je viens de te poser l'implant. Face à l'hydre est l'un de ses scénarios. Nous sommes en 2040. L'ECHU est un implant cérébral qui transfère instantanément des compétences. On va pouvoir tester l'implant. Via une carte à un civil militarisé. La tige qui descend le sort.
T'es doué, je crois bien que ça fonctionne. Pour nous, c'est vraiment des scénarios que l'on observe avec beaucoup d'attention, parce que finalement, nos auteurs de science-fiction ne font que tirer des fils de tendance du moment, et on s'aperçoit qu'il y a une certaine pertinence à regarder ce qui se fait dans le monde de la science-fiction, parce que beaucoup d'objets se réalisent. Dans les années 2030, l'accès à l'espace se démocratise. Sur Terre, la ruée vers l'espace, c'est encore l'un des scénarios envisagés par la Red Team. Entreprise privée, en 2058, la Circular Space Corporation déclare unilatéralement la création d'une zone économique exclusive autour de la Lune. Le reste du monde s'insurge de ce déni d'accès. Le programme Yoda s'en est inspiré. Yoda, ce sont 2 satellites situés à 36 000 km d'altitude. Des vigies, des sentinelles qui surveillent. Car, à ce jour, plus de 6 000 satellites civils et militaires orbitent autour de la Terre. Si on atteint des cibles dans l'espace, on peut ainsi faire un acte de guerre. Donc aujourd'hui, la France s'est dotée d'un dogme autour de la question spatiale, et on commence à voir émerger des programmes. Parmi eux, Toutatis sera opérationnel en orbite basse en 2030. Toutatis, c'est une mission qui est constituée de 2 satellites, un satellite guetteur et un satellite chasseur. Le satellite chasseur va être équipé d'un éblouisseur laser qui va permettre d'éblouir l'optique d'un satellite qui viendrait se rapprocher trop près. L'espace, point le plus élevé du champ de bataille, va devenir le nouveau Far West. Bienvenue dans la guerre orbitale. Astérix, un exercice militaire organisé chaque année par le commandement de l'espace ici à Toulouse. Astérix, c'est 170 civils, militaires français et étrangers qui s'affrontent dans des wargames, des batailles fictives de l'espace. La guerre d'aujourd'hui se joue déjà dans l'espace et la guerre de demain commencera dans l'espace. Soyons prêts, ce sera une condition du succès des opérations militaires à terre, dans les airs et dans les mers. Des traces étranges dans le ciel du sud-ouest de la France, l'armée française s'essaie aux planeurs hypersoniques. Développés en secret, ces engins peuvent transporter des têtes nucléaires, vitesse de pointe 6000 km/h. Et puis, il faudra compter sur le SCAF, le système de combat aérien du futur qui intègre un avion de chasse de 6e génération piloté. Le NGF de Dassault doit remplacer le Rafale vers 2040. Ultra furtif, connecté avec des drones armés, des satellites, des navires, le NGF sera comme un ordinateur volant. Les grandes puissances s'arment dans les environnements les plus hostiles, sous les mers, les océans. On parle beaucoup du SNLE, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération, en ce moment en construction. Dans le futur, c'est à ça que pourraient ressembler les sous-marins, en immersion, pendant des mois, sensibles au son loin de plusieurs centaines de kilomètres. Ils seront escortés de drones intelligents comme celui-ci pour détecter et neutraliser les mines. Ulix est déjà opérationnel. 4,50 m de long, autonome, il est capable de descendre vers les abysses à 6000 mètres de profondeur. Des sonars, des caméras, des capteurs physico-chimiques. Mais ce qui est phénoménal, c'est que toutes ces informations sont acquises dans une seule plongée. Dans le passé, on était obligé de reconfigurer le véhicule, d'intégrer ces capteurs, un à la fois, et de réitérer les plongées. Dans
Dans ces câbles de fibre optique circulent 98% du trafic Internet mondial. Ce sont les artères du monde numérique. 1,4 million de kilomètres vulnérables. Des câbles régulièrement et délibérément arrachés par les ancres de bateaux qui traînent au fond du sabotage. Imaginons des sortes de drones sous-marins capables d'exploser, qui vont patrouiller en essaim au-dessus de certaines zones où il y a du câble pour faire une sorte de champ de mine mouvant qui ferait exploser n'importe quel intrus qui viendrait faire de l'espionnage ou qui viendrait essayer de dégrader les câbles en question. Donc cette façon d'utiliser des armes autonomes dans la grande profondeur, c'est un scénario qui prend de plus en plus d'épaisseur. Les fonds marins, un territoire stratégique immense, des terres rares qui regorgent de matières premières, comme ces nodules polymétalliques que les États convoitent, car ils valent de l'or. Demain encore, il faudra toujours affronter l'adversaire dans les guerres invisibles, dans le cyberespace, les codes nucléaires, les réseaux satellites, les communications militaires, le renseignement. Celui qui pourra tout décrypter avec un ordinateur quantique gagnera la guerre. Donc le renseignement, aujourd'hui et demain, il sera de plus en plus... Bon, il a toujours été important, mais il sera de plus en plus disponible au niveau des échelons qui sont là pour neutraliser les dispositifs adverses. Mais en revanche, là où ça va être compliqué, c'est toujours la même chose, c'est comprendre en fait quelle est l'intention de l'adversaire. Et le tromper sur ses intentions, ça va devenir majeur. L'armée de terre, par exemple, a créé un régiment spécial cyber. Donc on voit qu'il y a cette prise de conscience qu'aujourd'hui la guerre ne se joue plus que sur le terrain, mais elle se joue aussi par les communications, elle se joue par le fait d'arriver dans nos ordinateurs. Finalement, ça c'est pas très récent, ça on le connaît depuis un certain nombre d'années. Ce qui est récent, c'est le smartphone et le fait qu'avec votre smartphone, vous êtes localisable partout. Désinformation, manipulation, guerre hybride, appelons ça la confrontation multichamp, cette guerre silencieuse qui a déjà démarré. La propagande, c'est quand même des vieilles recettes, mais qui ont été aujourd'hui revisitées avec le numérique, avec les avatars, avec les fake news. Et donc, toutes les actions cognitives aujourd'hui sont démultipliées par l'efficacité du champ numérique. On est au cœur du sujet. Là, le problème, c'est pas simplement de détecter les fake news, les trolls, la désinformation. Le problème, c'est comment on contre ça. Comment on essaie de réguler cette métastase tellement incontrôlable en ce moment et qui marque des points. Sortir de notre culture purement défensive et trouver l'adversaire qui ne cherche pas seulement à conquérir nos territoires. La véritable bataille à venir est celle de l'opinion, des esprits, du cerveau, l'ultime frontière du conflit moderne. Nos adversaires ne se contentent pas d'observer en restant à distance. Ils nous testent. Chaque provocation, chaque attaque, même hybride, constitue un banc d'essai de notre cohérence et de notre détermination collective. Il est impératif d'apporter une réponse justement proportionnée et sans faiblesse à ces tests qui pourraient sinon être le préalable à un choc de plus grande ampleur et donc plus dangereux dans les années à venir. Nous devons être prêts et le faire savoir. C'est le but de l'armée de terre qui entend donc demeurer stratégique, innovante et soudée. Car la guerre du futur n'est plus une hypothèse lointaine. Donc on est dans un moment où la guerre du futur, elle commence à prendre forme, comme dans un phénomène chimique où il y a une émulsion qui commence à apparaître. Ça n'est pas finalisé, mais la direction nous est de plus en plus clairement indiquée. Dans ce contexte, la France dispose d'atouts majeurs, première armée de l'Union européenne, selon le dernier classement du site américain Global Firepower. La évacuation sanitaire, jusqu'à 12 000 km. Donc en termes d'armement, ce qui est testé en permanence, la France est à la pointe. Reste un défi de taille. Transformer cette puissance
en lucidité stratégique pour préparer nos sociétés à affronter la guerre de demain.